Et donc, sans plus tarder, je propose qu'on commence par une présentation générique des intervenants. On va commencer par l'aval de la chaîne de valeur. Camilia, en quelques minutes, est-ce que tu peux nous présenter ce que fait Vercor? Bien sûr. Donc, Vercor, c'est une entreprise donc fondée en 2018 qui a donc pour but de fabriquer des batteries en Europe et en France en particulier. Donc aujourd'hui, Vercor, c'est surtout une pilot plant à Grenoble qui fabrique des cellules pour les valider pour nos clients futurs. On est en train de construire une gigafactory à Dunkerque de l'équivalent de 16 gigawattheures. Donc aujourd'hui, notre projet est soutenu par de nombreux investisseurs, mais également des banques qui nous ont permis donc évidemment de construire tout ça. Un point hyper important pour nous, c'est l'engagement de notre client principal, donc Renault, qui nous a permis en fait de lever des fonds également sur la durée de 10 ans. Euh, Aujourd'hui, pour resituer ça dans le contexte du lithium, aujourd'hui, notre chimie première pour notre premier produit, c'est du NMC 811. Donc, ça veut dire que nous, on utilise du lithium hydroxyde. On y reviendra un petit peu après. En termes de chaîne de valeur, on n'achète pas du lithium en direct. Donc, nous, on achète ce qu'on appelle de la cathode, de la matière active cathode, donc cette chaîne de valeur s'approvisionne en lithium. Et le lithium est un point hyper important pour nous, que ce soit en termes de coût, que ce soit en termes de responsabilité et d'empreinte carbone. Donc, c'est un sujet très important pour notre développement responsable également. Voilà un petit peu sur le contexte Vercors. Merci, Camilia. Donc Email, un groupe français qui est incorporé, enfin, qui est listé sur la Bourse de Paris, qui est détenu par des Belges et dont le métier historique est d'extraire des minéraux industriels, de les processer et de les vendre à ses clients pour un usage dans leurs produits. Pour vous donner quelques grands chiffres sur le groupe, on a 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 15 000 employés. Donc, ça positionne un petit peu le groupe, hein, voilà, qui opère à travers le monde, ces différentes opérations. Euh, pour vous donner un petit peu des idées sur les quelques minéraux qu'on a dans notre portefeuille et qui peuvent vous dire quelque chose, on a le carbonate de calcium qui est assez connu, le talc qui parfois aussi est connu par certains. On a différentes argiles. Et tous ces minéraux qu'on extrait un petit peu partout dans le monde, ils sont utilisés dans les applications de nos clients, comme je le disais. Je peux citer en exemple la céramique, nos assiettes par exemple, ou nos toilettes. Ça peut être des plastiques, des adhésifs, des abrasifs, des matériaux de construction. Alors, on a un panel très large de, de clients et de marchés qu'on sert. Et un des marchés qu'on sert, d'ailleurs déjà avant même de parler de lithium, c'est le marché des batteries via deux produits qu'on a dans notre portefeuille déjà aujourd'hui, que sont le noir de carbone et le graphite synthétique qu'on produit sur deux de nos sites qu'on a, l'un en Belgique et l'autre en Suisse. Et peut-être rapidement pour faire une amorce sur le projet Emily, qui est la raison pour laquelle je suis représenté aujourd'hui. Euh, on a dans une de nos carrières qu'on exploite depuis une centaine d'années dans le centre de la France, historiquement pour ces argiles qui sont utilisées dans la céramique, on sait qu'en sous-sol, sous cette carrière, on a un gisement de lithium qui est connu depuis les années 60, hein, parce que le BRGM, donc le Bureau français des mines, plus ou moins, hein, avait caractérisé ce gisement dans les années 60. Donc, on savait depuis longtemps qu'il y avait du lithium sous ce gisement d'argile. À l'époque, ça intéressait pas grand monde, Imerys le premier, mais avec le développement ces dernières années de la mobilité électrique, on est revenu il y a quelques années sur sur ces découvertes qui avaient été faites dans les années 60 et on a décidé voilà, de caractériser un peu plus ce gisement qui s'est avéré être aussi bien, si ce n'est mieux que les premiers sondages qui avaient été faits dans les années 60. Et donc, on a voilà, décidé de construire un projet à partir de ça.
développer un procédé d'extraction du lithium, bien entendu travailler sur les aspects miniers et d'extraction, travailler à élaborer un schéma industriel qui fonctionnait bien dans la région et même dans le département. Euh, et donc, on a progressé depuis 4-5 ans pour développer ce projet. Euh, et aujourd'hui, on arrive voilà, un petit peu dans les phases finales d'études d'ingénierie avant de lancer la construction de ce projet euh, d'ici à 2027. Voilà. Bien. Je pourrais donner un Mais- peu plus de détails peut-être tout à l'heure sur la partie projet de manière voilà, selon les questions et la discussion qui avance. Merci Nicolas. Pierre, à toi l'honneur pour Ensorcia. Bien, enchanté. Donc, Pierre de la Paillère, moi, je suis Central Lyon 95 et j'ai fait, après un petit service en Marine nationale, j'ai travaillé chez Price et créé un cabinet de conseil qui a très bien marché. On a servi 60 pays dans le monde, que j'ai revendu il y a quelques années et je me suis réorienté dans le lithium. Ma dominante étant Energy Utilities, ça rejoignit un peu le domaine. Pour rejoindre Anne Sorcia en actionnaire et président Europe pour le moment et conseiller direct du président. N-Sorcia, qu'est-ce qu'on fait? N-Sorcia, on a créé en 2016 dans l'objectif d'aider sur la transition énergétique et d'aller vers les matériaux nécessaires pour produire des batteries pour les véhicules électriques qui étaient nécessaires à la transition énergétique et en particulier sur le lithium, sur lequel on est centralisé pour le moment. Et pour ça, on a essayé de trouver une technologie qui soit plus propre, plus rapide et plus efficace pour pouvoir extraire le lithium. Il faut savoir que le lithium, il provient principalement de roches ou équivalents ou de formes liquides, hein, qui sont par exemple les salars en Amérique du Sud, des eaux géothermales ou des eaux salées qui viennent du pétrole aussi sur certaines couches. 60% des réserves mondiales sont en Amérique du Sud sous forme liquide, d'où notre intérêt de se concentrer là-dessus. 60%, aujourd'hui, c'est uniquement 20% de la production de lithium qui viennent de ces sources-là, hein. La plupart du lithium vient de forme solide, un peu comme l'expliquait Nicolas juste avant. Donc on s'est concentré là-dessus, on a essayé d'investir très tôt et trouver une nouvelle technologie pour aller plus vite. Et c'est ce qu'on a fait en investissant sur la société iBat, dont on est un partenaire historique, un des trois plus gros actionnaires, et sur lequel on a la licence monde et exclusive Argentine et Chili, qui avec la Bolivie donc constitue ses 60% de réserve mondiale. Et cette technologie d'extraction directe du lithium à partir des saumures, donc qui ne nécessite pas une évaporation, qui ne nécessite pas un certain nombre de traitements chimiques pour notre technologie en tout cas, est la seule au monde, technologie DLE modulaire, qui soit opérationnelle à l'échelle industrielle. Et ça veut dire qu'au lieu d'avoir des projets qui durent 7 à 10 ans, de longues études, impacts environnementaux, 4 à 8 ans pour les brines classiques sur lesquels on a des bassins d'évaporation, on peut faire un projet en 1 à 3 ans, extraire 97% du lithium quand on en extrayait un peu plus de 40, avoir un des lithiums les plus purs au monde, être capable, comme on n'utilise pas de produits chimiques de notre côté, si ce n'est éventuellement une stabilisation de pH, de pouvoir réinjecter la saumure qu'on extrait et donc éviter l'assèchement des sols et par ailleurs avoir un bas coût d'énergie pour la production grâce à une optimisation des échanges calorifiques et optimisation également de l'usage de l'eau, donc un très bas d'usage d'eau puisqu'on est dans les régions bien entendu les plus arides au monde et c'est pour ça qu'on a du lithium concentré là-bas. Donc notre société aujourd'hui elle couvre toute la chaîne de la valeur, hein, Ensorcia, à partir des ressources. Donc, des ressources sont les salars au Chili, en Argentine ou ailleurs. Ça pourrait être potentiellement en France, même si les lithiums ne sont pas très riches, ils existent quand même. Ça peut être également aux États-Unis, on a trouvé quelques un peu plus riches. Ou l'Arabie Saoudite a annoncé récemment en avoir des assez riches. Donc les ressources, l'extraction avec notre technologie DLE, et ensuite le raffinage qui se passe en deux temps, hein, comme l'a dit Camilla, soit en carbonate de lithium, dans un premier temps, quand ça vient des brines, qui sert à faire des batteries type LFP, soit en hydroxyde de lithium, en transformant le carbonate en hydroxyde, qui sert à faire des batteries NMC, telles celles que produit Vercor. Voilà pour faire simple, on va Parfait, dire. merci Pierre. Ne Je t'inquiète voulais pas, on aura... juste peut-être rajouter sur une remarque que tu as fait tout à l'heure, hein, tu sais, on peut parler de différents matériaux, nickel, etc. Il se trouve que le lithium a un petit peu été négligé lorsqu'on a construit tous les gigafactories et beaucoup de choses. On s'est vite concentré sur le nickel qui est en proportion plus importante. Puis tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait autant de réserves de lithium qu'on voulait dans le monde, mais en revanche, on n'avait pas d'usine pour produire ce lithium.
Et donc, c'est là qu'est né un peu le stress aujourd'hui, vu que ça met du temps à les mettre en place, même si on a les réserves. Eh bien, aujourd'hui, pour arriver à les produire, eh bien, il faut plusieurs années avant d'avoir quelque chose qui arrive sur le marché. Ce que disait Nicolas, hein, pour Imeris, ça prend du temps, pour des raisons environnementales, mais aussi beaucoup de raisons. En revanche, on en a besoin pour produire les batteries aujourd'hui. Et le deuxième sujet qui est important, on a fait x30 dans le lithium entre 2019 et la cible en 2030. On a déjà fait x6 aujourd'hui, depuis 2019. Il faut encore faire x5 et après x2 pour les décennies qui suivent. x6, on a 90% de la chaîne de valeur de raffinage du lithium qui est fait en Chine en 2019. On en a encore 80% aujourd'hui qui est fait en Chine. Sauf qu'on a x6 en volume qui existe depuis. Si on rapatrie pas très rapidement la chaîne de valeur en Occident ou dans des pays friendly, on va se retrouver en dépendance de la Chine. Et c'est un des sujets qu'on a aujourd'hui, puisque l'objectif est de voir comment sécuriser ces fameuses ressources pour le futur. Tout à fait, merci Pierre. En tout cas, je te rassure, on aura toute l'occasion de faire compliqué pendant le reste de la table ronde. Eh bien, on va faire comme tout à l'heure, on va commencer par l'aval de la chaîne de valeur pour se poser la question finalement des besoins et de la demande. Donc, Camilla, c'est finalement toi qui l'as mieux placé pour en parler. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision sur les besoins futurs en lithium? Alors évidemment, on s'intéresse surtout à la mobilité électrique. Euh, donc, Je sais pas quelle répondre est... au reste. Voilà, mais est-ce que tu peux nous partager ta vision sur les besoins des années à venir pour les véhicules électriques, que ce soit en France, en Europe, dans le monde? Et finalement, on sait aussi que le lithium est en concurrence en termes d'approvisionnement avec d'autres secteurs. Donc, tu as déjà évalué émis le fait que tu n'as pas forcément de visibilité sur ce qui se passe ailleurs, mais Ouais. je pense qu'on va tous preneurs de ton point de vue. Déjà, en fait, le lithium, il est certes éventuellement en concurrence avec d'autres secteurs, mais en termes de demande, c'est pour le coup une des matières premières qui est le plus impactée par notre chaîne. C'est-à-dire que, à la différence, le nickel, il va y avoir d'autres drivers sur les tensions, on va dire. Le lithium, c'est vraiment très dépendant en fait de la mobilité, des batteries et donc évidemment aussi du stockage à moindre mesure pour l'instant. Aujourd'hui, la demande, comme disait Pierre, il y a énormément de tensions prévues. Aujourd'hui, c'est vraiment la vitesse à laquelle le véhicule électrique va être adopté par les différents consommateurs dans le monde qui va dicter un petit peu les tensions futures. Un point qui est important à avoir en tête, comme disait aussi Pierre, et même enfin tout le monde d'ailleurs, c'est que ça prend hyper longtemps à développer une ressource minière. Ensuite, après, il faut savoir la raffiner et la raffiner au niveau batterie. Donc en fait, il y a un délai énorme avant que la chaîne de valeur soit capable d'absorber une demande. Donc c'est une question de visibilité. Aujourd'hui, la demande, elle est forte. Il y a eu un passage l'année dernière là où la demande était attendue d'exploser, ce qui a fait monter les prix du lithium de manière significative. Aujourd'hui, c'est un peu moins tendu parce que en fait, ça prend plus de temps que prévu pour les consommateurs à adopter une voiture électrique. Un des points principaux, c'est le prix. Donc ça, c'est un frein aujourd'hui à la consommation et au changement, à la transition, on va dire. Et ensuite, après, si on parle de la demande européenne, elle est énormément basée en fait sur la capacité des OEM européens à shifter tout leur portefeuille de produits vers des voitures électriques de manière compétitive et beaucoup plus rapidement que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc voilà un petit peu l'aspect demande. Et je pense qu'un point qui rentre pour nous en compte, qui est peut-être moins important au niveau d'un gisement minier, et encore pour le projet mini, c'est un sujet aussi important, c'est qu'en fait, nous, en fonction de la chimie de batterie qu'on va faire, on va pas avoir exactement le même type de raffinage de lithium qui est nécessaire. Et donc ça veut dire qu'une chaîne de valeur, par exemple, qui se met en ordre de marche pour répondre à un besoin des batteries lithium-ion NMC, bah, c'est pas nécessairement la même chaîne de valeur qui est nécessaire pour répondre à un besoin si on veut faire du LFP, par exemple. Donc Quand tu ça, parles de c'est un... NMC et de LFC, je pense que pour tout le monde n'a pas forcément ces acronymes en Non, tête. je vais Est-ce que tu peut-être... peux peut-être les préciser? Donc en fait, les deux, c'est des batteries de lithium, sauf que les composants sont pas tout à fait les mêmes. Donc soit c'est du lithium, nickel, manganèse, cobalt. Donc c'est plutôt des applications assez intenses, donc on va dire premium.
C'est plus cher aussi parce qu'il y a plus de matières chères aujourd'hui dedans. Et le LFP, c'est donc lithium, fer, phosphate. Et ça a historiquement, en tout cas, été plutôt pour les modèles entrée de gamme. Donc, en fonction de quels sont les modèles qui sont développés et quelle est la demande finale du consommateur, ça change aussi quelle est la chaîne de valeur qui doit se mettre en œuvre pour servir cette demande. Donc aujourd'hui, en Europe, on a fait un pari il y a quelques années de plutôt faire des investissements sur la chaîne NMC. Et les OEM aujourd'hui se posent la question de si c'était le bon choix ou pas et changent le mix. Ce qui crée beaucoup d'incertitudes justement sur la demande spécifique de chaque type de lithium. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on vit. Quoi qu'il arrive, il y aura une demande de NMC et donc de lithium hydroxyde aussi en Europe. La question, c'est plus le mix exact. Alors, Tout à merci fait. Camille. Tu veux Je suis réagir, Pierre? d'accord d'ailleurs, les autres. Alors, on va regarder C'est le son de c'est l'autre ça côté de la aussi, chaîne de valeur. c'est notre. Ouais, je peux peut-être reprendre le flambeau. Je peux Vas-y, reprendre le Nicolas. flambeau et peut-être réagir directement là sur ce que tu viens de dire, Camille. Je pense que oui, il y a un débat NMC versus LFP. Il est dur de savoir exactement où est-ce que ça atterrira à la fin. Est-ce que ce sera plus l'un, plus l'autre? Je pense que ce dont tout le monde se convainc de plus en plus, c'est que les deux technologies vont in fine cohabiter. Et c'est un peu le pari, en tout cas, que nous qu'on fait chez Imeris. On a un projet français, un projet Emily dans l'Allier qui sera basé sur de l'hydroxyde de lithium, enfin, dont l'objectif est de produire de l'hydroxyde de lithium. On a un projet en Angleterre aussi dans notre portefeuille. Euh, et pour ce projet-là, on cible de produire du carbonate de lithium. Donc, même au sein d'une entreprise, on est convaincu, en fait, même chez nous, on est convaincu du fait que les deux technologies vont cohabiter et que donc le monde aura besoin à la fois d'hydroxyde et de carbonate. Euh, Juste pour Peut-être pour... renforcer ce que tu dis, Nicolas, je pense que avant, on va dire, il y a 3 4 ans, on pensait qu'il y avait un 50-50 en mixte. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment il est, mais même si on est au 70-30, faut se rappeler qu'on est dans une demande qui explose, hein, encore en x30 en 10 ans et ensuite x2, x2, et que on a encore une grosse distance entre le lithium qu'on peut produire et celui qu'on va utiliser en cible. Donc aujourd'hui, si on regarde les industries, le raffinage qui a été fait en Europe, par exemple, il fallait 12 usines d'hydroxyde. Aujourd'hui, on n'a que 4 ou 5 projets crédibles. Donc peut-être qu'il en faudra pas 12 et qu'il en faudra 8, ou, etc. Mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a encore beaucoup de choses à déployer avant de la saturer. Donc ça ne pose pas de point bloquant aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'avancer. Et donc peut-être pour donner la vue des producteurs de lithium et d'Imeris que je représente sur le marché du lithium. Déjà, je voudrais commencer par rappeler deux points que vous avez déjà mentionnés d'ailleurs tous les deux au début de cette conférence. Le premier point qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de problème de ressources de lithium. Du lithium, il y en a beaucoup, en des quantités importantes, des teneurs qui sont correctes. La problématique de développement du marché du lithium et de la sécurisation de l'approvisionnement, c'est pas un problème de ressources, c'est un problème de capacité à développer des projets pour extraire ce lithium. Et c'est vraiment ça qu'il est important de comprendre et qu'il est important d'avoir en tête dans la compréhension de ce qui se passe en ce moment. La deuxième chose qui a été mentionnée, c'est que les projets d'extraction de lithium, c'est pas des projets qui se font en 2 ans. C'est des projets qui ont leur spécificité. Il y a des procédés spécifiques à mettre en place, à développer, à tester, des implantations industrielles à définir, des problématiques environnementales à gérer. Et donc, c'est des projets alors je crois que tu mentionnais tout à l'heure, Pierre, 8 à 10 ans pour des projets à base de roches. Nous, On on n'a est pas de même problème convaincus. environnementaux. Comment? Si on n'a pas de problème d'environnement, etc. Voilà, nous, on a plus la conviction que c'est même plutôt entre 10 et 12, 13 ans. Et donc, en Oui, fait, exact. toute la problématique aujourd'hui qu'on a, elle n'est pas sur la ressource, elle est sur la capacité de développer les projets et des projets qui mettent du temps. Donc, on est passé aux alentours de 2020, on était à peu près à 1,5 million de tonnes de demande de lithium.
Mhm. avec une capacité une capacité de production qu'il y avait en face. Aujourd'hui, la capacité, elle est montée très très vite à un peu plus de 1 million de tonnes par an de lithium. Ça, c'est quelque chose qui a été fait avec une vitesse qui était spectaculaire, principalement parce que on a su en quelques années en fait activer les projets qui étaient faciles d'activer. Donc c'est facile quand on est en Australie, qu'on a un projet d'extraction, c'est relativement facile de doubler la capacité. Enfin, voilà, je pèse quand même mes mots. Voilà, forcément, il y a des études, etc. Mais c'est plus facile de dupliquer une capacité ou d'étendre une capacité au Chili. Et c'est principalement ce qui a été fait dans les dernières années pour étendre ces projets. C'est la partie un petit peu facile, en fait, de l'augmentation de capacité. Je vais même Euh, renforcer ce que tu dis. Il y a quasiment eu aucune création de nouvelles mines. C'est quasiment exclusivement de l'extension de mines existantes. alors, et justement, effectivement, c'est quasiment que de l'extension d'une existante. Ce qu'on a vu quand même sur ces derniers mois, c'est le développement de gros projets qui arrivent sur le marché, qui étaient déjà dans le pipe probablement autour des années 2015, 2017, 2018 et qui ont été accélérés et qui aujourd'hui délivrent. On a des projets notamment en Afrique, au Zimbabwe, au Mali, là, qui commencent à rentrer en production. On a le projet d'Eramet, fleuron de l'industrie française, qui a développé un projet en Argentine là, qui est lancé depuis quelques mois. On a aussi en Chine des produits, une capacité qui a été développée. Mais donc tout ça, c'est des gros projets relativement conventionnels qui sont sortis de terre. Les plus faciles, c'est de dupliquer la capacité ou d'étendre les capacités. Ensuite, on a les projets relativement conventionnels ou relativement faciles à mettre en œuvre qui ont été développés. Et là, on arrive au marché tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a su, grâce à ça, dupliquer les capacités dans le monde. Passer d'un demi-million de tonnes à 1,2 million de tonnes, c'est juste colossal en l'espace de 5 ans. Et là, on est sur une situation aujourd'hui où les prix du lithium sont bas parce qu'on a su, en fait, le marché a su s'adapter assez rapidement à cette augmentation de capacité en activant les projets les plus faciles à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on est face à une situation qui est un peu différente, c'est-à-dire que le doublement de la capacité dont on va avoir besoin, voire plus que le doublement, mais de la capacité dont on va avoir besoin dans les 5 prochaines années, euh, celui-là, il va devoir se faire avec des capacités et des projets qui sont plus compliqués à mettre en œuvre. Ça va être soit des projets qui sont moins conventionnels, sur la base de minéraux qui sont moins connus. C'est d'ailleurs le cas du projet Emily. Des projets dont le grade en lithium est potentiellement un peu plus faible. C'est des projets qui sont moins matures, donc qui sont davantage en retard, qui vont être potentiellement dans des régions qui sont moins habituées à avoir des projets lithium. Ça peut être principalement d'ailleurs en Europe, on va être confronté à ce problème-là. Et donc, c'est des projets qui sont plus compliqués à mettre en œuvre techniquement et plus compliqués à mettre en œuvre pratiquement. Or, c'est sur cela qu'on va se baser pour le marché dans les 5 et les 10-15 prochaines années. Donc, nous, côté Emily, côté Imeris, avec la demande qui va continuer de croître. Alors certes, il y a des tout-sautements, typiquement ce qu'il y a eu en 2024, mais la demande, elle va continuer à croître de manière exponentielle. Ça, on en est relativement convaincu. Et derrière, il va y avoir un problème en fait sur l'approvisionnement, parce que là où on a su augmenter rapidement les capacités sur ces dernières années pour s'adapter au marché, côté Imeris, on est relativement convaincu du fait que dans les 5 prochaines années, le marché pourra pas suivre et que très rapidement, on va se retrouver dans un déficit. Alors, est-ce que ce sera en 2026? Est-ce que ce sera en 2027? C'est toujours difficile de savoir, mais c'est un déficit qui va apparaître 28, mettons. et qui va progressivement s'amplifier parce que la demande va pas s'arrêter de croître et les projets, va falloir les faire un par un et il va pas y avoir un boom. Voilà, ça va être compliqué de faire un boom de production aussi rapide. Voilà. Alors juste, oui, moi je compléterai ce que tu as dit, parce qu'il manque le volet économique. Il faut bien se rendre compte, 90% étant raffinés en Chine, hein, qui n'ont que 7% des réserves mondiales, hein, encore une fois. Donc ça vient principalement d'Australie et d'autres endroits. On a le cours du lithium qui était à 7-9 000 en 2019, qui est passé à 84 000 dans un pic dollars la tonne en 2022, et qui a été piloté
pas uniquement par l'explosion, mais aussi piloté par les Chinois, puisqu'ils sont sur un maillon critique de la chaîne de valeur. Lorsqu'il y a eu une énorme réaction de l'Occident, l'IRA, puis ensuite l'Euromaterial Act en Europe pour financer les 160 champignons de Gigafactory qui sont mis à pousser dans le monde, se sont dit, parce que nous on a pas mal en connexion avec les Chinois, se sont dit il faut absolument arrêter ça. Donc ils ont fait descendre les cours, hein. Moi j'ai eu l'information 6 mois avant qu'ils allaient le faire tomber à 12. Ils l'ont fait tomber pour casser tous les business plans des Gigafactory, essayer de freiner, ce qui a marché pas mal. Il y a un certain nombre de projets qui sont arrêtés. Il y en a d'autres comme Vercor qui, au contraire, ont plutôt bien transformé et ont continué. Mais ça a créé beaucoup de tensions globalement dans le secteur. Et pendant ce temps, eux, ils continuaient à déployer les choses aussi en interne. Donc on a aussi un pilotage aujourd'hui, on est très dépendant de la partie Chine. Et comme on le voit ici, hein, les courbes rouges et noires, c'est la demande. En dessous, c'est la capacité, ce qui est en jaune. Orange étendu en jaune, et puis les bleus, etc., c'est les nouvelles villes qui peuvent arriver. Donc on voit bien qu'on arrive à un problème aujourd'hui en déploiement. Et pour corriger ce que tu disais, Nicolas, effectivement, pourquoi on s'intéressait au lithium liquide, nous, et à cette nouvelle technologie sur laquelle qu'on a prouvé, on a fait un déploiement complet, hein, depuis la fabrication des modules jusqu'au commissionnement final en 14 mois. En 14 mois. Donc on est capable d'aller très vite là-dessus. On peut pas aller très vite sur n'importe quoi. On a des contraintes, comme tu le disais, il faut aussi qu'on priorise sur les sources qui sont riches plutôt que des sources qui sont moins riches, sinon il y a plus de capital à mettre, etc. Mais il y a des solutions pour accélérer. En revanche, ça ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins du marché. Donc il y a bien toute l'industrie qui a poussé. On peut aller plus vite avec certaines technologies, comme la nôtre ou d'autres qui essayent de marcher, mais il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et ce beaucoup, beaucoup de demandes, il nécessite une mobilisation globale du marché, sur lequel les prévisions qu'on voit affichées, évidemment, doivent être ajustées, comme le soulignait Camilla, le fait qu'on freine un petit peu sur les parties véhicules électriques pour des raisons de coût, puis pour d'autres raisons, fait que la demande va un petit peu s'étaler et on devrait mieux rencontrer la capacité de production. En revanche, la Chine est la première région, l'Europe la seconde région au monde, les États-Unis assez loin derrière encore pour le moment. Ça va être comme ça pendant encore 10 ans. Donc l'Europe, nous, on est un consommateur qui reste clé quand même dans la partie véhicule électrique, donc dans la partie batterie et donc dans la partie lithium. D'où l'intérêt de sécuriser la chaîne de valeur autour de l'Europe avec tout ce qu'on peut faire autant que possible pour sécuriser la partie souveraineté, soit en production directe, soit en sécurisant la production auprès de pays amis, en faisant en sorte qu'ils restent amis aussi. Bon, je vais peut-être arrêter les trucs, ça c'est différentes productions. Ah, mais écoute, Pierre, si tu as fini sur ces aspects-là, peut-être Camilla. Alors, bon, moi, si j'étais à ton poste, après 2 discours pareils, j'aurais peut-être un peu de mal à dormir. Bon, maintenant, j'imagine que c'est pas la première fois que tu les entends. Euh, alors, sans chercher à révéler non plus les secrets de Vercor, est-ce que tu peux nous partager finalement votre vision chez Vercor de comment sécuriser votre approvisionnement? Parce qu'on comprend que le lithium, alors il y en a pour tout le monde sous la croûte, par contre, il n'y en a pas pour tout le monde quand on veut. Il n'y en aura pas. Il va falloir Ouais, se le partager. Donc, comment est-ce que vous sécurisez ça? Et puis, on va pouvoir, de toute façon, comme c'est déjà fait, manger sur la thématique suivante que vous voulez aborder, qui est que d'un point de vue géopolitique, hein, Pierre l'a dit, 90% du raffinage, c'est en Chine. Donc, il y a un sacré bottleneck là-bas. Ça veut dire qu'ils font un peu, finalement, ils font un petit peu ce qu'ils veulent s'ils ont envie de nous embêter. Donc, est-ce que tu as Mhm. aussi une position là-dessus, si on prend en compte ces contraintes géopolitiques pour éviter que vous vous retrouviez à court de matières premières? Bah, oui, on a évidemment ça fait partie de notre quotidien. Je pense qu'un truc important à se dire, c'est qu'en fait, donc nous, la façon dont ça fonctionne, c'est on sélectionne un fournisseur de cathode, de matière de cathode active, et lui a un ou deux fournisseurs de lithium hydroxyde qui est qualifié pour notre produit. Donc en fait, nous, on ne sait pas changer de lithium du jour au lendemain. Donc si on doit changer l'approvisionnement de lithium, ça prend au minimum 2 ans. Parce qu'en fait, ce dont on parlait là, tout raffinage n'est pas équivalent. Et donc, en fait, d'arriver à un niveau d'impureté qui est suffisamment bas pour les applications batterie, c'est quand même assez compliqué. Donc ça, c'est un point assez important à avoir en tête. Donc, nous, dans notre sécurisation de chaîne de valeur, il y a deux aspects. Comment est-ce qu'on fait en sorte, on va dire, d'avoir une chaîne de valeur qui est capable de nous approvisionner en volume? Et après, il y a la deuxième aspect qui est comment est-ce qu'on se sécurise en fait une chaîne de valeur résiliente et responsable. Et en fait, aujourd'hui,
les volumes, comme disait aussi Pierre, la plupart est raffiné en Chine. Donc nous, on ne sait pas se passer de la Chine dans notre chaîne de valeur, dans sa totalité, hein. Je parle du lithium, mais ça s'applique aussi à beaucoup d'autres composants de la batterie. Donc quand nous, on parle de sécurisation, on parle plus de résilience, justement, en se disant comment est-ce qu'on amoindrit notre dépendance ou comment est-ce qu'on la diversifie dans le temps en fonction des projets qui peuvent exister dans le monde à un moment donné. Une des façons dont on fait, donc, c'est qu'on s'assure que notre fournisseur a à minima 2 fournisseurs. Donc ça, c'est un point important juste en termes de résilience basique. Le deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on essaie de changer cette chaîne dans le temps pour qu'elle soit plus en ligne avec les ambitions de Vercors. Donc, donc le projet Emily, par exemple, c'est un projet super qu'on suit aussi de près pour avoir un peu plus enfin, pour avoir la visibilité de quand est-ce que ce projet sera capable d'approvisionner notre chaîne. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit sur toutes les matières. Ensuite, en fonction des clients et des géographies dans lesquelles on va travailler, donc par exemple, si on doit approvisionner un client aux États-Unis, on va avoir d'autres contraintes, donc on va faire des choix de fournisseurs différents. Parce que là, il faut que ce soit IRA compliant, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de ownership chinois dans la chaîne. Donc ça change un petit peu toute la donne de qui peut être nos fournisseurs. Mais un point hyper important, c'est que là, on s'inscrit vraiment dans le temps long et que la disponibilité des projets pour nous servir de manière responsable, c'est vraiment ça qui est en fait un des freins principaux en ce moment, en tout cas pour nous, sur cette réflexion. Merci Camilia. Alors peut-être Pierre, pour changer, je vais me tourner aussi vers toi pour commencer. Euh, Tu as commencé à évoquer les questions de souveraineté de l'Europe. Moi, je te propose qu'on rentre un peu plus dans la question. Je sais que tu es un homme de conviction et qui adore les partager. Donc, si tu peux nous partager un peu ton point de vue sur tout ce que vient de dire qu'Emilia, comment est-ce qu'on peut réduire cette dépendance aux autres pays? Est-ce que ça se fait à l'échelle européenne, française? Quels sont les freins que tu peux observer dans le monde et qui ne sont pas forcément les mêmes en Europe et en France pour augmenter les capacités à la fois d'extraction et de raffinage et qui peut nous permettre sur le temps long en Europe et en France de sécuriser cet approvisionnement? Alors, bon, juste garder en tête ce que vous avez à l'écran, c'est la chaîne de valeur simplifiée hein, que décrivait Camilia, avec notamment la partie CAM qui est juste avant les batteries, la préparation en amont, qui aujourd'hui est inexistante en Europe ou quasiment inexistante, hein. Il y en a un ou deux qui sont en train d'arriver. Donc, sur le reste, on arrive à avoir des projets qui arrivent progressivement. Et sur cette chaîne de valeur, elle n'est pas encore présente, donc il faut pousser à la voir. Ça, c'est le premier point. Sinon, on est obligé de passer en Corée, en Chine, en Asie en tout cas. Sur le reste, on a un certain nombre de ressources en Europe, principalement des roches un petit peu de liquide, mais qui sont d'une qualité moyenne, on va dire, par rapport à ce qu'on peut se trouver. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a 60% des réserves qui sont facilement accessibles, de bonne qualité, en Amérique du Sud. Donc il est essentiel de pouvoir avoir des bonnes relations avec ces pays-là. C'est ce qu'on a poussé à développer avec le ministre du Commerce extérieur, et c'est le cas pour pouvoir s'assurer qu'on pourra accéder à ces ressources de façon sans se faire aussi bypasser par les États-Unis, qui en ont envie aussi, ou d'autres acteurs. Et donc essayer d'avoir des bonnes relations avec, et c'est ce que fait le gouvernement et qui permet aujourd'hui de permettre de sécuriser en tout cas des ressources en amont pour ce qu'on ne pourra pas produire en local, en France ou en Europe. Le second partie, c'est le raffinage. Où est-ce qu'on peut mettre le raffinage? Le raffinage, il y a des contraintes. C'est compliqué d'un point de vue environnemental. Et selon la source, comme il y a beaucoup, quand c'est de la roche, on a beaucoup de logistique pour déplacer la roche qui est autour, on a intérêt à avoir le raffinage à proximité lorsqu'on peut des mines pour essayer de réduire aussi l'impact environnemental, qui est aussi un des objectifs, il ne faut pas l'oublier, de la transition énergétique. Donc pour faire ça, alors Nicolas nous le dira, mais ils ont en cible de développer justement ces raffinages à proximité. Sur la partie liquide salar, qui est plus notre domaine, on a la partie carbonate qu'on met très souvent à proximité, même si c'est pas complètement obligatoire, de la ressource. Donc nous principalement en Amérique du Sud, mais ça peut être ailleurs aussi. Et ensuite, la seconde phase de raffinage, on a un objectif de la faire plutôt en Europe, en France si possible, qui serait l'usine de raffinage en hydroxyde,
pour la partie qui serait transformée en hydroxyde, encore une fois. Donc, la relation entre ces différents pays, principalement l'Amérique du Sud, 60% des réserves encore, et également des bonnes relations avec les États-Unis. Il faut se rappeler que les États-Unis ont un certain dynamisme économique et donc ils vont développer également un certain nombre de composants de cette chaîne de valeur, hein, que ce soit le raffinage, l'extraction pour une partie ou la partie CAM. Il faut s'assurer qu'on n'ait pas une guerre commerciale trop intense, hein, ça frémit un petit peu en ce moment. Et également, j'étais la semaine dernière au FMF, au Forum des minéraux en Arabie Saoudite. Ils veulent internaliser et développer ou faire en partenariat la chaîne de valeur autour des véhicules électriques. Il y a aussi des relations à avoir avec eux parce qu'il y a du gagnant-gagnant à avoir, hein, sur des pays qui pourront contribuer à cette chaîne de valeur. Ça, c'est la partie qui est essentielle, avec encore une fois une partie qui, moi, me semble absolument critique, qui est la partie basse, la partie préparation avant la batterie des composés chimiques, avec la partie CAM, qui, elle, est absolument critique, puisqu'aujourd'hui, on reste à un goulet d'étranglement qui est difficile à contourner, parce qu'il y a des technologies qui sont compliquées. Il faut savoir que les batteries, c'est très compliqué, hein. Ce que disait Camilla, pourquoi ça prend du temps à certifier, c'est pas parce que ça fait plaisir, c'est parce que c'est vraiment compliqué, hein. Northvolt a failli faire faillite en pensant que c'était simple. ACC voit que c'est compliqué. Vercors, pour le moment, a réussi bien, mais, mais C'est c'est compliqué quand compliqué. même, hein. Voilà, c'est compliqué. Donc, il faut bien voir, comme c'est compliqué, il faut essayer de sécuriser les éléments, notamment la chaîne de valeur qui est juste au-dessus, qui aujourd'hui n'est pas sécurisée et qui est aussi une partie très compliquée, puisque c'est un des composants critiques ensuite pour faire la batterie. Et ensuite, il y a le parti quantitatif et qualitatif, où là, il y a des solutions, c'est plus du capital, hein, c'est un peu de temps. Nous, on sait accélérer, on sait produire un lithium qui est parmi le plus pur au monde, donc qui va sécuriser toute la chaîne aval, hein, puisqu'on a extrêmement peu d'impuretés, et extrêmement peu de choses. Mais il faut quand même beaucoup d'argent pour déployer tout ça. Donc, en Europe, on n'est pas les champions du monde sur l'investissement en capital. Et donc, malheureusement, les conséquences derrière, c'est qu'on doit se tourner vers des capitaux lorsqu'on n'en a pas assez, qui sont américains, anglo-saxons, du Moyen-Orient ou ailleurs lorsqu'il y en a, pour pouvoir appuyer et accélérer le déploiement de cette chaîne de valeur. Heureusement, un certain nombre de programmes ont été mis en œuvre. En Europe, si on parle sur l'Europe, très rapidement, la partie raw material Act qui a été faite à l'image de l'IRA, qui a permis d'apporter un certain nombre d'appuis au programme autour de la batterie, hein, et qui a beaucoup aidé les entreprises comme Imerys ou Vercor sur ces aspects-là. On n'a pas bénéficié, nous, encore, pour différentes raisons, mais qui continuent aussi et qui vont aider à accéder davantage à des ressources financières pour pouvoir déployer ces projets-là. Ce qui manque encore un petit peu, c'est la partie dynamisme entrepreneurial d'un point de vue capital, qui fait que pour initier des projets, on manque un peu de financement encore en amont. On est plus là pour les soutenir une fois qu'ils ont été prouvés, qu'ils ont atteint une certaine maturité. Maintenant, pour aller 10 fois plus vite, je pense qu'il faut lancer davantage de projets en amont pour en avoir certains qui réussissent. On a aussi un peu une question de capital total dépensé pour la localisation de la chaîne. Donc aujourd'hui, comment dire? Mm, La difficulté, c'est qu'on est en train d'essayer de rattraper 20 ans de retard mm. et en localisant toute la chaîne en même temps. Donc aujourd'hui, les finances sont principalement dédiées aux batteries. Donc c'est vrai que nous, on a bénéficié beaucoup plus de ça que Je sais le pas reste de dire. la chaîne. Et donc, en fait, maintenant, une fois qu'on a financé les batteries, que les batteries soient faites en Europe, il faut aussi que bah, ça ruisselle un petit peu et que chaque maillon de la chaîne puisse pouvoir se localiser et ait accès aussi à ce financement. Parce que sinon, on n'a pas la possibilité de se... bon, j'aime pas parler de souveraineté ou etc. parce qu'à mon avis, c'est un peu utopique, mais en tout cas, de commencer à travailler notre résilience dans le temps, quoi. Ouais. La Je pense souveraineté, que c'est encore pour tous les participants, attention, ça ne veut pas dire tout faire en France. Ça veut Ouais. dire réduire cette résilience, hein, comme le disait Camilla. Ce qu'on peut faire Augmenter en la France, résilience. et sinon on sécurise. Je préfère le préciser parce que les gens pensent que souveraineté veut dire on fait tout en France. On ne fera pas tout en France, c'est tout. Donc soyons réalistes, sécurisons ce qu'on peut faire et surtout sécurisons les bons partenaires pour pouvoir être Mm. résilients sur la chaîne. Et je je pense pense que qu'on c'est a peut-être... effectivement intéressant Ah, vas-y, pardon. pardon, ouais, je pense que c'est intéressant effectivement ce point sur la résilience et cette vue sur la chaîne
de valeur. Tout à l'heure, on a parlé à l'échelle mondiale, voilà, de savoir comment ça se développait. Bon, voilà, on sait qu'il faut aller vite, que voilà, le marché va être un peu à la traîne, mais que bon, on va potentiellement, voilà, avec un peu de retard, pouvoir y arriver. Se pose la question derrière de la. Alors, je vais pas parler de souveraineté, je vais parler de la résilience, mais se pose la question de la résilience à chaque étape en fait de la chaîne de valeur, et je trouve ça super d'avoir cette chaîne de valeur sous les yeux. Et je pense d'ailleurs qu'on pourrait même rajouter en dessous, pour être cynique, la production de véhicules électriques. C'est-à-dire J'y que pensais à l'instant. Ouais. nous tel qu'on le voit depuis l'extraction minière, c'est que il y a en Europe une demande forte, enfin, des incitations fortes pour que la production et la demande de véhicules électriques soient réalisées en Europe. On a une chaîne, voilà, on a un maillon final où on sait qu'on va avoir un besoin à partir de là, de dire voilà, en 2035, c'est que des véhicules électriques. Donc on sait à partir de là de quoi la chaîne de valeur amont doit être constituée en Europe si on veut qu'elle soit indépendante, qu'elle soit souveraine. Et quand on regarde ce que ça veut dire pour la chaîne de valeur amont et qu'on remonte un par un les maillons, on se rend compte que, OK, bah, il y a tant de véhicules qui doivent être produits de véhicules électriques qui doivent être produits en 2035, donc ça veut dire qu'il faut produire tant de batteries, OK. Et après, on regarde, est-ce que le pipeline de projets de production de batteries match? La réponse est plus ou moins oui, même s'il y a une bonne partie de ces projets qui n'ira pas jusqu'au bout. Ok. Ensuite, on remonte ensuite encore d'un cran et on se dit, est-ce qu'il y a assez d'usines, enfin, de projets de production de matériaux actifs pour cathode pour alimenter ces usines de production de batteries? Alors là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on se rend compte que le pipeline de projet, il couvre plus que la moitié des besoins en batterie. Donc là, on sent qu'il commence à y avoir un souci. Et quand on remonte encore d'un cran, on se dit le raffinage. Alors bon, on se rend compte, le raffinage et donc l'hydroxyde de lithium ou le carbonate de lithium peut couvrir à peu près ce dont on aura besoin dans les usines de production de cathodes, mais qui elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour alimenter les batteries. Ça, c'est OK, c'est encore un enseignement. Et quand on remonte encore un cran à l'extraction, on se rend compte que eh ben, il manque encore la moitié par rapport à ce dont on a besoin pour faire le raffinage. Donc en fait, il y a un rapport de 1 à 4 entre Mm. l'extraction minière ou les projets, hein, c'est des projets, c'est même pas des usines qui tournent, hein. Il y a à peu près 250 000 tonnes de lithium, enfin de pipeline de projets d'extraction de lithium en Europe aujourd'hui. Ils verront le jour peut-être en 2030, d'ici à 2030. Et on a un besoin du marché du véhicule électrique et des producteurs de batteries qui est autour de 1000. Donc on sent que il y a toute cette cascade dans la chaîne de valeur qui ne se fait pas du tout. Et donc, chaque acteur intermédiaire de la chaîne de valeur va chercher à puiser ce qu'il peut comme matière première sur le territoire européen. Et donc, c'est pour ça que nous, on se fait pas d'inquiétude en étant producteur européen sur le fait qu'on va enfin, qu'on va avoir des débouchés en Europe. Mais par Mhm. contre, effectivement, les acteurs vont puiser des matières premières en Europe, mais ils vont être obligés d'aller puiser à l'étranger. Donc, on n'aura pas, et je vais totalement dans votre sens à tous les deux. On n'aura pas, en tout cas pas à court moyen terme, on n'aura pas de souveraineté européenne sur cette chaîne de valeur des batteries. Voilà. Mm. Il faudra aller chercher à l'étranger. Et je Alors, pense à un autre point qu'on n'a pas trop abordé qui pourrait être intéressant à aussi rajouter au débat, c'est que si on veut avoir une chaîne de valeur là où le recyclage est un point important dans notre composition de batterie, donc que ce soit pour les rendre plus responsables ou juste baisser l'empreinte carbone, eh ben, il nous faut le raffinage, le PCAM et le CAM en Europe. Parce qu'en fait, quand nous on crée du scrap ou quand on a des batteries en fin de vie, quand il est recyclé, il faut qu'il rentre dans la chaîne au niveau du raffinage. Donc, si on a plein de waste en Europe, mais qu'on n'a aucune capacité de le raffiner, en fait, on n'a pas créé de valeur et de cercle fermé, on va dire, autour des métaux qu'on a pu approvisionner ailleurs. oui. Donc ça, c'est un Alors, point aussi. sur ce C'est- sujet-là, je rebondis sur un truc qu'a dit Nicolas et je complète ce que tu viens de dire, Camilla, là-dessus. Alors, effectivement, sur la chaîne de valeur aval, la partie véhicule,
Il est quand même important de rappeler qu'on a quand même deux grands constructeurs mondiaux français, entre guillemets, hein, Stellantis et le groupe Renault. Stellantis, c'est donc Peugeot, Citroën, mais c'est aussi 15 marques en tout. Le groupe Renault, même s'il n'y a plus Nissan, Mitsubishi, il y a encore des relations proches. Il y en avait avec Volvo avant. Euh, Néanmoins, on produit très peu de voitures en France. On en produit, si j'ai bonne mémoire, environ 2 millions, ce qui est très peu par rapport au volume. Donc, on a des gros, mais on ne produit pas forcément en France. Donc, il y aura aussi des mouvements à avoir autour. Et donc, il faut aussi garder ça en tête dans toute la logique qu'a expliqué Nicolas de localisation et de dépendance. Pour revenir sur ce que dit Camilla, effectivement, donc nous, par exemple, notre usine d'hydroxyde, on a dessus un module qui prévoit le raffinage, sauf que le problème, quand on a une chaîne de valeur qui explose avec cette vitesse-là, c'est que pour avoir une masse critique raffinable, sachant que les durées de vie de batterie étaient de 8 ans, et en fait on s'aperçoit que c'est quasiment le double aujourd'hui, il faut avoir des vieilles batteries à recycler. Le temps d'avoir suffisamment de volume de vieilles batteries à recycler, eh bien c'est dans 10 ans. Donc on commencera à avoir une masse significative de lithium recyclé que tardivement, et donc les objectifs d'avoir 15% de lithium recyclé, qui a deux objectifs, hein, un parti recyclage de matériaux d'une part, mais aussi un objectif de souveraineté, puisque quand on recycle du lithium, ça veut dire qu'on l'a déjà sur notre territoire et qu'on est capable de le réutiliser. Malheureusement, d'un point de vue croissance, explosion du marché, on va dire, on aura une masse recyclable que dans une dizaine d'années en pratique. En revanche, on saura le faire. Mm. Ça, c'est assez facile. Une fois qu'on a l'usine hydroxyde, c'est un module à rajouter et ça se fait. Mais malgré tout, Pierre, tu me corriges, mais vous êtes quand même limité dans la quantité de feedstock recyclé que vous êtes capable de gérer et quand même assurer les niveaux d'impureté. En tout cas, c'est ce que nous, on a comme feedback de la chaîne jusqu'à présent. Bah, après, Alors, c'est pas hmm, 15, c'est 15%, c'est déjà significatif, mais on va passer à du 100% recyclé. Ça demande quand même un investissement important en termes de process. Donc, même si c'est techniquement possible, est-ce ah, que c'est ça un coût. vaut le C'est un coup coût. voilà. Aujourd'hui, C'est- recycler, ça coûte cher. Recycler, ça coûte cher. Ça va coûter moins cher parce que les producteurs de batteries, déjà, ont des technologies qui sont plus matures, plus homogènes sur le sujet. Deuxièmement, d'un point de vue ergonomie physique, elles vont être plus normalisées, alors qu'avant, c'était un peu la foire dans plagne. Il y en a dans tous les sens. C'est physiquement difficile de pouvoir les recycler. Et donc, l'industrie s'organise et ça va faire baisser un petit peu les coûts. Maintenant, c'est vrai que nous, on récupère de la black mass, en l'occurrence du sulfate de lithium, pour pouvoir le repasser dans la chaîne. Mais effectivement, il y a pas mal d'impuretés, donc ça nécessite plus d'énergie, et parce qu'on est toujours sur le problème d'énergie, plus d'énergie et donc plus de process pour pouvoir le recycler. On sait le faire, mais du coup, ça augmente le coût de la matière recyclée. Ça, c'est Mm. sûr. Voilà. Je peux rebondir sur une des questions qui a été posée Vas-y. dans le chat. Parce qu'on on parle beaucoup de l'approvisionnement, mais la question, c'était aussi les problèmes intrinsèques que pose le lithium. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant aussi à réfléchir en termes de... Donc en fait, nous, on travaille sur différentes chimies, beaucoup donc à base de lithium, mais on peut aussi de manière exploratoire regarder d'autres futures chimies. Une chose qu'il faut se dire, c'est que peu importe ce qu'on choisit comme chimie, il va y avoir une extraction, il va y avoir une empreinte environnementale et une chaîne de valeur associée. Quand nous, on regarde la chose, si on passe par exemple du LFP au NMC ou même au sodium-ion, en fait, on change les dimensions sur lesquelles on travaille, on change peut-être où est-ce qu'on a un impact dans le monde, mais à chaque fois, il va y avoir les mêmes questions de comment est-ce qu'on fait en sorte de minimiser notre empreinte carbone, de faire en sorte que tous les parties prenantes de la chaîne travaillent de manière responsable, qu'on limite les consommations d'eau, etc., etc. Donc en fait, pour moi, c'est pas la question de la chimie qui est nécessairement le point clé d'entrée pour dire qu'on limite notre impact, mais c'est comment on s'engage dans la chaîne pour améliorer dans le temps, peu importe l'extraction qu'on fait ou l'impact qu'on peut avoir. Et ça, enfin, en tout cas, ça c'est ma Parfait. Alors, vision. Ouais, c'est vrai. Je t'interromps, pour Pierre, parce que accentuer ça, je te propose de juste, laisser un peu parler Nicolas. oui, Et puis, promis, après, je te rendrai la parole, parce que je pense qu'il mérite aussi, vous êtes très concerné par cette question. En bien sûr. plus, Nicolas, il me semble que tu as travaillé sur le projet Emily, donc le projet de mine de lithium dans l'Allier. Donc, évidemment, c'est une grosse question qui est Mm. posée, cet extractivisme. On va dire, sur le sol français et qui pose bon, toujours cette question entre les personnes qui, on va dire, n'ont pas envie que ce soit dans leur jardin, et puis d'un autre côté, faut bien que ce soit fait. Donc, est-ce que tu peux nous partager le point de vue d'Iméris et puis comment est-ce que vous traitez cette question en France? Et puis, bah, tant qu'à faire, est-ce que
Qu'est-ce que vous avez comme contrainte sur Émilie que vous n'avez pas nécessairement dans d'autres pays? Bon, moi, je La rejoins un liste est petit peu longue. le. Pardon? La liste est longue des contraintes en plus. Euh, je rejoins complètement Camilla sur le fait que l'extraction minière, c'est une activité industrielle qui a un impact. Ça, c'est une réalité. Il faut pas la nier. Il faut chercher à travailler un maximum dessus pour la minimiser. Parce que de toute façon, c'est ce que nous demande, ce que nous demande à la fois la population et les locaux pour avoir un impact minimal. Et c'est aussi ce que nous demandent nos clients, puisque les clients finaux le demandent. Donc chez Imeris, on travaille là-dessus. Alors bien sûr, de toute façon, on a un cadre réglementaire français qui nous encourage fortement à travailler sur ces sujets-là et on s'y embarque assez volontiers. Euh, on parle beaucoup d'impact carbone et c'est la réalité de secteurs hein, dont la raison d'être est de pouvoir substituer des véhicules électriques par des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Donc le shift vers le véhicule électrique se fait pour des raisons d'empreinte carbone. Donc c'est forcément pour tous les acteurs de la chaîne de valeur une boussole que de chercher à minimiser son impact carbone. Voilà, dans le projet Emily, on travaille sur ce sujet-là. Alors en France, on sait qu'on a la chance d'avoir de l'électricité qui est décarbonée. Je pense que pour Vercor, c'est aussi un avantage. Parfait. Et derrière, on travaille sur le procédé pour chercher à minimiser nos consommations de fossiles, hein, de gaz, et pour trouver les fournisseurs qui sont les plus vertueux possibles. Mais maintenant, mettre l'emphase uniquement sur les enjeux carbone, je pense que ce serait réducteur pour les enjeux colossaux qui sont associés à l'extraction minière. Et les impacts de l'extraction minière vont aussi sur d'autres terrains sur lesquels on est challengé et sur lesquels on cherche à répondre au mieux. Je pense que deux des meilleurs exemples qu'on a, c'est d'un côté la consommation d'eau, où nous, on se fait challenger fortement sur ces enjeux-là, voilà, pour des raisons que tout le monde connaît ici, hein, on va dire de raréfication de la ressource en eau et de gestion aussi des pics de chaleur voilà, qui assèchent nos rivières. Donc nous, voilà, on a été fortement challengé sur ce côté-là et on a développé tout notre procédé d'extraction avec cette boussole-là en tête, qui nous a permis voilà, de recirculer, d'arriver à des systèmes où on recircule un maximum d'eau. On recycle 90% de l'eau au niveau de la mine et on n'a aucun rejet liquide au niveau de notre raffinerie. Euh, donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Ça nécessite euh, on va dire des travaux spécifiques et des investissements spécifiques pour permettre cette circularité. Mais en tout cas, nous, on l'a vraiment identifié comme un enjeu majeur, on va dire, dans l'acceptation de notre projet. Et d'ailleurs, je pense qu'on en parle, enfin, je pense que la chaîne de valeur aval est focalisée sur le carbone. Et voilà, je trouve que le sujet de l'eau, même s'il devient de plus en plus prégnant, on va dire, dans le débat public, est un sujet qui, je pense, va devenir de plus en plus présent dans les prochaines années. Je pense que tu as raison de souligner, vous allez même encore au-delà, hein, puisque vous optimisez même la partie gravité en mettant les points de logistique en bas lorsqu'il faut, etc. Et il y a eu très très gros, il faut féliciter quand même Imeris sur le travail qui a été fait sur le projet Emily, puisque l'ensemble des impacts environnementaux, hein, pour justement généraliser au-delà du carbone, a été bien pris en main. Alors évidemment, ça a un coût derrière, c'est aussi les raisons des aides au financement, etc. Mais c'est quand même très bien. Et nous, par exemple, c'était un des leitmotifs qu'on avait au départ. On arrivait à optimiser puisqu'on a pas de produits à l'extraction, pas de produits chimiques. On peut aller jusqu'à 100 fois moins d'eau, 2, 3 fois moins de carbone. Donc, on fait beaucoup de choses. On a toujours les étapes de raffinage qui prennent encore pas mal de choses. Alors, évidemment, si on peut faire l'hydroxyde en hydrochimie,
En France, où on a de l'énergie nucléaire, c'est mieux. On la ferait pas en Pologne parce que là, on a la mauvaise énergie, etc. Le petit point que je voulais rajouter sur la souveraineté, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est essentiel. Rappelez-vous la communication il y a 1 ou 2 semaines de la Chine. La Chine, dans la bataille US-Chine, aussi a dit qu'elle allait réduire, hein, et donc c'est actif, hein, il me semble, l'accès aux technologies chinoises sur un certain nombre d'éléments critiques de la chaîne de valeur, dont le lithium, mais également d'autres, sur tous les métaux critiques, qui fait qu'en fait, non seulement les usines sont là-bas, mais c'est eux qui savent faire, hein, c'est eux qui savent faire un certain nombre de transformations, et ils vont interdire d'utiliser tout ce qui est breveté avec une propriété intellectuelle chinoise, interdire leur usage ailleurs. Donc ça pose aussi un problème. Ça veut dire qu'il faut aussi que nous, on anticipe ce point-là et que soit, alors nous, on n'a pas de problème de technologie parce que aussi bien pour le raffinage que pour extraction c'est US, Canada, et raffinage, c'est en dehors de la Chine. Donc on n'a pas de problème sur ce sujet-là. Mais en revanche, sur les autres technologies, il ne va pas simplement suffire de mettre des usines en Europe. Il faut aussi avoir accès aux technologies qui permettent de les faire fonctionner. Et donc ça complexifie encore cette rationalisation et ce développement de la chaîne de valeur pour éviter toute la résilience dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être Alors Pierre, alors, vas-y Nicolas. non, j'allais dire peut-être un autre enjeu, je pense, qui est nécessaire aussi de mentionner quand on parle de l'univers minier, que j'ai pas encore mentionné, mais c'est celui des déchets. Mm. Pour le coup, qui est un des, enfin, qui est un des sujets sur lesquels je travaille pour le projet Emily. C'est un énorme enjeu. C'est un énorme enjeu parce que autant les enjeux de carbone, les enjeux d'eau, c'est des enjeux qui sont pas forcément propres à l'industrie minière, qui sont propres à l'activité industrielle au sens large. On a un gros sujet hein, qui est spécifique à l'industrie minière, qui est le sujet des déchets. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, typiquement dans le projet Emily, on a un gisement qui est d'excellente qualité, qui a une teneur excellente en lithium, qui est d'environ 1% de lithium. 1% de lithium, c'est un gisement qui est de l'ordre pas dire d'exceptionnel, mais qui est un gisement de qualité, de très bonne qualité. Et donc forcément, quand on dit qu'il y a 1% de lithium dans le gisement, ça veut dire qu'il y a 99% de choses dont on veut pas. Euh, et donc mécaniquement, ça c'est des déchets. Alors on cherche au maximum à les valoriser, mais c'est pas toujours possible de les valoriser comme on peut. Bien entendu, on y travaille, on y est incité, et c'est d'ailleurs bien que ce soit comme ça. On cherche à minimiser le déchet. Donc, on travaille sur différents coproduits qu'on va valoriser. On va avoir certains qui seront utilisés dans des fertilisants, on va avoir de- des matériaux qui seront utilisés en déneigement de route, on va avoir des matériaux qui vont être utilisés comme matériaux de construction, etc. Mais in fine, il y aura toujours des matériaux qu'on n'arrivera pas à valoriser parce que le procédé d'extraction ne permet pas voilà, de sortir que des produits qui sont valorisables. Et ça, c'est un gros enjeu pour l'industrie minière euh, de trouver de la place pour ces matériaux, de les stocker proprement, en tout cas avec les bonnes solutions techniques, et de faire accepter ces projets. Parce que en France, on a plus cette tradition minière. On n'a plus voilà, cette habitude de voir des projets miniers se développer. Donc, ce sujet des déchets, il pose un problème en termes d'acceptabilité. Donc, nous, on Et je travaille. trouve que pour le coup, c'est hyper intéressant qu'on se pose ces questions en France, parce qu'en fait, finalement, on se pose ces questions parce que ça nous concerne, mais en réalité, tout ce qu'on consomme aujourd'hui, ça a cet impact ailleurs dans le monde. Donc, je trouve quand même que, in fine, une mine en Europe, là où on sent la responsabilité de notre consommation, mais qu'elle est cadrée par notre réglementation, c'est 100 fois mieux que, le même impact ailleurs, en fait. Et bah, alors après, le temps Sûr. que tout le monde soit d'accord avec ça et les voisins, etc., c'est une autre question. Mais je pense que c'est important aussi, nous, pour notre réveil un petit peu européen. Oui, bien sûr, hein, je peux être que d'accord avec toi. Et derrière se pose la question voilà, de l'acceptation. Hein. Pour moi, c'est pas un. En fait, il n'y a pas tellement d'enjeux techniques, si tu veux, sur les déchets. C'est vraiment un enjeu d'acceptation. De se dire, Ouais. voilà, il y a des gens à qui on va dire, à côté de chez vous, vous aurez un site de stockage de déchets. Ne vous inquiétez pas, on sait techniquement le faire. Voilà comment c'est fait partout dans le monde et voilà les résultats que ça donne et Mm, ça marche. mm. Mais il s'avère que ce sera dans chez vous. Et donc ça, c'est un vrai
un vrai sujet d'impact pour moi, pour le projet et sur lequel on travaille aussi. Mm. Je vous propose qu'on passe aux questions du public, à moins qu'il y ait une dernière remarque brûlante au bout des lèvres. Non, j'allais continuer les questions du public, donc ça me va. Alors, j'ai appelé Laurent Castaignade. Est-ce que Laurent Castaignade est connecté? Je vois que Laurent est connecté. Non. Si vous voulez ouvrir le micro pour poser vous-même votre question. Non, eh bien, je vais le faire à sa place. Tant pis. Laurent s'interroge sur le niveau de conscience que vous avez sur le maintien de l'objectif 2035 de 100% de vente de véhicules électriques neufs en Europe. Si elle est faible, à quel moment est-ce qu'elle sera reportée? Est-ce que ce sera... Bref, à quel moment? Et où en est le questionnement de limiter la masse des véhicules électriques, donc enfin, là, on fait finalement la capacité des batteries par voiture. Euh, le but du jeu étant de moins gaspiller le lithium dans les SUV. Mm. C'est pas mes sujets de prédilection, donc je vais peut-être pas oser m'exprimer trop fermement, mais évidemment, le 2035, ça pose quand même beaucoup de questions pour nos clients. Ils se débattent un peu sur ce sujet aussi parce que ben, en Europe, pour l'instant, l'adoption du véhicule électrique ne permet pas de voir un débouché possible en 2035 pour eux. De là à dire que la réglementation va changer, c'est encore un petit peu trop tôt. Et enfin, pour avoir vu d'autres réglementations européennes, en général, on ne le sait pas avec beaucoup d'avance que ça va changer. Et après, quand il s'agit de limiter la masse des véhicules, donc en fait, il y a plein d'impacts là-dessus, mais je pense que les OEM sont quand même challengés sur ces sujets. Il y a une partie des bonus écologiques aussi qui sont liés à enfin, on va dire à des KPI qui partent un petit peu sur la taille de la voiture. Il y a aussi des questions, donc il y a la masse totale, il y a le volume qu'occupent les batteries, et ça c'est souvent, donc quand ils viennent vers nous avec une demande de performance, il y aura l'énergie embarquée par kilo et par litre. Donc en fait, ça c'est vraiment un des aspects clés. Donc quand ils viennent avec une définition de projet, c'est un des éléments clés. Et après, en fonction de la gamme de voitures qu'ils veulent servir, évidemment, ils vont se permettre, on va dire, un peu plus de puissance et donc peut-être un peu plus de kilos, ou le contraire, en fonction de Je, leur je gamme de pense voitures. je pense que Vas-y, pour Pierre. compléter ce que tu dis, Camilla, il y a un point qui est important. Il faut se rappeler un peu la maturité des 10 dernières années. Et c'est amusant parce que je bouge pas mal dans le monde et aux États-Unis, on voit qu'on est quand même bien 5 ans derrière. Il y a 5 ans, rappelez-vous, on disait il n'y a pas de point de recharge nulle part. Donc c'est un problème. Maintenant, on a les points de recharge, on a plutôt ce problème. Aux États-Unis, ils n'ont pas de point de recharge, ça leur pose des problèmes d'aller vers un véhicule électrique. Il y a 5 ans, on disait c'est la fin du monde si on ne peut pas faire 1 000 kilomètres avec une batterie. Aujourd'hui, on a une acceptabilité beaucoup plus forte pour avoir des Mm. autonomies plus réduites, notamment parce qu'on a les points de recharge. Donc il y a aussi toute une partie de la chaîne de valeur dont on ne discute pas aujourd'hui, mais qui est très importante, qui est toute la partie distribution, recharge autour des batteries. Et ça, directement, ça induit aussi l'attente du public vis-à-vis de l'autonomie. En fait, elle a mûri depuis. Et ça permet aussi d'avoir des véhicules sur lesquels on va accepter d'avoir une autonomie moindre. D'une part, parce qu'on en a moins besoin, c'est moins la fin du monde, on peut se recharger facilement. D'autre part, parce que les recharges sont beaucoup plus rapides aussi à faire sur le terrain. Et donc, rester 15 minutes ou 10 minutes à un point de recharge, c'est pas la même chose que rester une demi-heure. Et donc, du coup, ça va également influer sur le besoin des batteries et donc sur la masse du véhicule. Et bien sûr, la masse du véhicule, c'est, je ne sais plus combien, 60% la batterie, on va dire. Donc, si on a une batterie qui est plus petite, le véhicule est plus petit et donc il va également moins consommer, donc être un petit peu plus, avoir un peu plus d'autonomie. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui influent sur la maturité du secteur, qui va jouer positivement, en plus de tout ce qu'on a pu dire en plus de la technologie pure, de la batterie, quoi. Moi, j'aimerais peut-être réagir ouais, sur cette histoire de taille de batterie. Euh, En fait, tu as une réponse, Pierre, qui est orientée sur le besoin du consommateur final. Et en fait, je suis pas sûr je suis pas sûr que ce soit ça le vrai driver de la taille des véhicules et de la taille des batteries. Je pense que les constructeurs automobiles ont tout intérêt à continuer à construire des grosses voitures
avec des grosses batteries dedans. C'est dans leur intérêt économique qu'ils gagnent plus d'argent sur ces véhicules-là. Le nombre de véhicules que tu mets en circulation, au final, il est assez fixe, il n'est pas très flexible, et donc tu as intérêt à maximiser le prix et la marge que tu te fais sur chacun des véhicules que tu vends. Et donc, je pense que la taille des véhicules, tu demanderas, au final, ça viendra. Si la taille des véhicules devait amener à être, revue à la baisse, je pense que ça viendra sous la contrainte réglementaire, en réalité. Et donc, pour moi, c'est plus dans ce sens-là. Enfin, en fait, c'est pas tellement une question pour moi pour les industriels. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on a beaucoup eu cette question lors du débat public qu'on a fait l'année dernière autour du projet Emily où on nous a demandé à plusieurs reprises, oui, mais à quoi ça sert si c'est pour alimenter des gros SUV électriques? À quoi ça sert de faire ce projet si c'est pour alimenter des gros SUV électriques? Et en réalité, en fait, c'est une question à laquelle nous, on peut pas vraiment répondre. Nous, notre objectif, c'est de produire du lithium pour l'industrie automobile. Et derrière, l'industrie automobile, pour qu'elle aille dans le bon sens, il faut qu'elle soit contrainte. Elle le fera pas de gaieté de cœur. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec la transition vers l'électrique. Elle est faite parce que il y a un objectif climatique qui a été décliné en une contrainte. Et donc moi, je suis assez convaincu du fait que la réduction de la taille des véhicules, c'est une solution pour réduire les émissions, réduire les problématiques d'approvisionnement, réduire la tension voilà, sur cette sécurité de l'approvisionnement. Mais pour moi, ça viendra pas de la part du consommateur. Donc le Alors, consommateur, il va acheter la voiture que l'OEM lui pousse. Et la voiture que l'OEM lui pousse, il s'avère que c'est une grosse voiture, un gros SUV électrique. Donc pour je moi, vais il être faut un que ça petit peu. vienne, faut que les États ou l'Union européenne, si elle a cette volonté de réduire la taille des véhicules, le fasse, enfin le pousse sous l'angle réglementaire, tout en, voilà, en développant la chaîne de valeur de production de lithium et d'autres matériaux et de batteries, etc., pour que toute cette chaîne Mais, soit résiliente. Ouais, Voilà, je mets un mais petit nous, bémol à on ce que tu voit. dis parce qu'il y a quand même un vrai sujet chez les constructeurs qui est un sujet, c'est du concret, hein, ce que je dis aujourd'hui, c'est que le véhicule est beaucoup trop cher. Et le problème du véhicule beaucoup trop cher, c'est surtout la batterie, aujourd'hui, pour le moment, sur les véhicules électriques. Et donc, ils veulent pas forcément avoir un véhicule plus cher pour avoir plus de marge, ils voudraient réduire le prix pour pouvoir en vendre plus. Donc le fait qu'il y ait une acceptation d'une autonomie moindre. Après, le second sujet qui est dire est-ce que je fais que des gros véhicules, des petits, des moyens, etc., c'est un autre sujet qui est en parallèle. Effectivement. Et pour moi, il faut peut-être qu'on décorrèle aussi ce que les OEM veulent faire dans leur portefeuille de voitures et le lithium, par exemple, Emily, qu'est-ce qu'il sert en fait? Parce que pour moi, si on veut avoir une chaîne de valeur en Europe, bah, peut-être qu'il faut commencer à la construire sur du premium pour ensuite, après, apprendre et être capable de faire à un autre niveau. Parce que si on pense que on va directement entrer en compétition avec les acteurs chinois sur toute la chaîne de valeur, sur les produits mainstream low cost, en fait, c'est la fin de notre localisation de chaîne de valeur. Donc, il faut aussi accepter que on sera pas, on parlait de souveraineté, on ne sera pas indépendant en lithium. Mais si le lithium qui est produit en France, il va sur une partie peut-être un peu plus premium de leur segment, c'est peut-être pas grave. C'est la première étape vers notre C'est peut-être euh, tant mieux pour financer un lithium qui coûtera plus cher qu'ailleurs. oui, parce qu'en fait aujourd'hui, bah, si tu veux acheter une Zoé, tu vas pas être prêt à payer le prix du lithium de Emily ni le prix de la batterie Vercor. Donc en fait c'est aussi un petit peu ça. Nous pour exister, on a besoin d'exister dans un écosystème qui est prêt à payer. Je crois qu'on avait également Madame Cassademont qui avait une question, toujours sur ces questions de souveraineté, si vous voulez prendre la parole. Oui, oui, bonsoir. Écoutez, moi, lorsque vous donniez les données sur la demande et la production de lithium, je trouvais que ce que vous disiez laissait à penser que l'on ne sera pas souverain en Europe pour l'approvisionnement et le raffinage du lithium si l'on poursuit la politique de mobilité électrique actuelle. Alors, ma question est, cela ne remet-il pas en cause cette politique? Alors, c'est peut-être un peu au-delà Alors, de vos j'ai vu votre positionnements. question, effectivement. Je pense que c'est une bonne question. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est Nicolas qui disait en amont ou Camilla, aujourd'hui, pour avancer, pour aller au-delà, il faut faire avancer l'ensemble de l'industrie.
Donc, ce qu'on donne en objectif 2035, ça sera peut-être 2040, ça sera peut-être autre chose, mais globalement, aujourd'hui, il y a un tel avantage, un tel bénéfice sur la partie transition énergétique à avoir des véhicules électriques, sur lesquels on a plusieurs technologies, mais on va dire 92% stable sera sur du lithium, dans les perspectives, dans les projections des différentes personnes. Donc, il faut y aller sur le lithium. Il se trouve que la chaîne de valeur était principalement en Chine, mais elle se développe et elle s'accélère, comme l'a souligné Nicolas, également ailleurs dans le monde. Hein, la source, encore 30-40% du lithium venait d'Australie. Ça sera toujours le cas pendant un bout de temps. On va développer pas mal en Amérique du Sud. Ça va venir, ça met un petit peu de temps, mais ça va arriver. En revanche, il ne faut pas attendre de subir et se dire, ah ben juste, je suis pieds et poings liés, j'ai déjà construit toutes mes usines en Chine, j'arriverai jamais à en reconstruire en Europe parce que je serai plus jamais concurrentiel, c'est trop dur, en plus c'est la technologie. Non, il faut y aller tout de suite. Ça va coûter un peu plus cher, donc il faut financer un peu ça. Et puis ensuite, on va développer les technologies et améliorer et être moins cher. Donc il y a une petite phase de tension qui va passer. On parlait de 2027, moi je pensais plutôt 2028, on va dire 2029, pendant 5 ans, on va avoir une tension sur le sujet. La tension, le monde est grand, il va s'équilibrer, hein, vers des équilibres entre le prix, la demande et ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire. Hein. Et puis ensuite, une fois qu'on aura passé cette vague, on sera beaucoup plus serein et on aura une industrie qui sera bien moins en dépendance. Mais il faut y aller parce que si on n'y va pas, on se prendra un mur demain. Et le mur, on ne pourra pas l'éviter. Peut-être le premier commentaire, hein. Enfin, aujourd'hui, on a une dépendance sur le pétrole. On n'a aucune. Alors, je sais pas, quand je dis on n'a aucune, je suis même pas sûr de moi. Je crois qu'on produit un petit peu de pétrole en Seine-et-Marne, mais je pense que c'est pas grand-chose. Mais on a quasiment pas de production de pétrole en France. Donc, on est déjà en fait dépendant vis-à-vis de notre mobilité. La raison pour laquelle on a enclenché cette transition vers le véhicule électrique, c'est pour des raisons de climat. Euh, Certes, ça ne nous solutionne pas immédiatement le problème de souveraineté, comme on l'a souligné depuis le début de cette conférence, puisqu'on ne sera pas à même d'approvisionner l'ensemble du lithium dont on a besoin pour nos besoins. Euh, Mais les Chinois ont le mais même problème. Hein. les Chinois ont le même problème, c'est-à-dire. Il y a un problème de production mondiale, il n'y a pas un Oui, problème de production Europe. Hein. Je veux dire, oui, oui. On a plus de problèmes en Europe que les Chinois ont. Mais effectivement, il y a des problèmes partout. Mais pour moi, ça remet pas en cause ça remet pas en cause l'objectif, on va dire, de transitionner vers l'électrique. Ça nous fait dire qu'il y a des turbulences, sur le chemin et que c'est une chaîne de valeur qui va devoir se construire au fur et à mesure du temps et sur lequel on va gagner progressivement en résilience. Voilà, là, c'est une transition qui se fait à marche forcée et sur laquelle il va falloir que la chaîne se structure que les acteurs se développent, bénéficient du retour d'expérience de leurs voisins, etc. Pour moi, c'est plus une transition. Voilà, il y a une transition vers l'électrique qui va se faire sans solutionner les problématiques de souveraineté, mais on a les possibilités à terme d'y arriver, notamment avec le recyclage à terme. Voilà, on peut digresser longtemps sur cette question. Ok, merci. Bien, dans l'ordre des questions, on avait Henri Père, hein, si tu es connecté, que tu veux prendre la parole. Oui, alors voilà. Non, moi j'ai posé une question sur le problème intrinsèque que posait le lithium à long terme. Est-ce que ensuite au niveau du recyclage, alors il y a la production du lithium, vous avez parlé des déchets d'extraction, mais ensuite au niveau du recyclage du lithium, est-ce que c'est une voie technologique qui pose des problèmes intrinsèques à long terme? C'est ça l'une des questions. Et pour la question, mais c'est pas vraiment la question de la conférence, de la mobilité électrique. Je pense qu'on est en train de passer à côté, mais ça a été souligné de diverses façons, on est en train de passer à côté de l'opportunité de passer à l'électrique, de transitionner vers l'électrique et en même temps de faire du downsizing sur les questions de mobilité. Parce que on le sait, le taux de remplissage des véhicules en Europe au kilomètre parcouru, il est de 1,4 et on veut absolument faire du 1 pour 1, c'est-à-dire garder la même taille de véhicule, alors qu'il faudrait vraiment repenser le problème. Mais c'est un problème social, c'est un problème d'infrastructure,
C'est un problème qui est très vaste, mais on est un peu en train de passer à côté de ce downsizing et à terme d'une grande économie de matériaux si on remonte en amont sur la chaîne de valeur. Voilà. Alors, Je me permets si de vous- répondre de commenter peut-être la deuxième question. Je vous laisserai peut-être parler du recyclage. Sur, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est des questions, encore une fois, qui sont venues, et qui nous sont venues là, sur le downsizing de la mobilité au sens large. C'est des questions qui nous sont venues durant le débat public qu'on a organisé l'année dernière. Et en fait, c'est compliqué en tant qu'industriel de se positionner sur ces questions-là parce que c'est davantage des questions de l'ordre des questions qui sont sociétales en fait, sur lesquelles un industriel comme Imerys ne, enfin, pourra avoir un impact qui sera seulement très limité. Donc, en tant qu'industriel, c'est compliqué de pouvoir répondre à cette stratégie globale de mobilité dans la mesure où on a très peu d'impact dessus. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice en apportant une partie des matériaux nécessaires pour cette transition. Imerys, que demain, qu'on vende que des SUV électriques ou que ce soit une transition vers de la mobilité, des transports en commun électrifiés, on trouvera des débouchés commerciaux pour notre lithium. Mais c'est pas à nous en fait de faire la politique de mobilité. Alors, je laisse peut-être les autres commenter et notamment sur la problématique du recyclage. Bah, je trouve que c'est assez intéressant qu'on parle de gaspillage de lithium, alors qu'en fait, une fois qu'on l'a utilisé et qu'on sait le recycler, en fait, il n'y a aucun lithium qui disparaît dans l'utilisation de la batterie. Alors que par contre, quand on a des véhicules thermiques, ben, on gaspille vraiment du pétrole. Donc c'est aussi peut-être une façon différente d'appréhender les choses, mais si on arrive à bien recycler nos matières et à créer ce cycle vertueux en Europe de maintien des matières en Europe, en fait, on n'est pas en train de gaspiller. Et nous, dans notre façon de travailler aussi sur les chimies, l'utilisation et comment dire, l'efficacité du lithium dans la chimie, c'est le point clé sur lequel on travaille. À aucun moment, on met du lithium s'il n'y a pas une performance associée. Parce qu'en fait, pour nous, pour tout le monde, c'est trop cher. Donc, en fait, nous, dans notre quotidien, on ne perçoit pas ce gaspillage en ce sens. Je pense qu'en termes de consommation, si on parle un peu plus large, en termes de consommation, de véhicules et tout, on peut sûrement avoir des avis sur comment les gens dépensent leur argent. Mais si quelqu'un décide d'acheter une grosse voiture et ensuite après passe à la même voiture en électrique, bah, c'est quand même mieux, malgré tout. Après, par contre, si tout le monde est en train d'upgrader entre une Zoé électrique et un énorme SUV électrique, oui, bah, ça, c'est pas mieux en termes de quantité de matière utilisée. Et je pense que ça, c'est plus une question bah, d'accompagner un consommateur, de changer aussi le mode de mobilité. Et ça, tout d'un coup, c'est en partie réglementaire, mais c'est aussi une société qui évolue. Et c'est bien au-delà de tout ce que nous, on peut faire à notre petite échelle sur le lithium. Enfin, ça, c'est ma perspective. Ouais. Alors, je pense que pour répondre à Henri aussi, il y a une caractéristique qui est importante, c'est que le lithium se recycle très bien. C'est pas le cas de tous les éléments, mais le lithium se recycle très bien. On n'avait pas l'environnement global qui permettait de le faire. C'est dans les objectifs. Il y a des objectifs réglementaires qui sont sur le sujet. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a une montée en charge de l'industrie. Donc, il n'y a pas de lithium à recycler pour le moment. Il faut attendre qu'il y en ait, hein, que les batteries soient usées pour pouvoir en recycler suffisamment, avoir une masse critique qui permet d'être économique aussi sur le sujet. Mais le lithium se recycle bien. C'est un gros avantage. Hein, donc, il faut éviter de le gaspiller en amont en l'optimisant. Mais par ailleurs, on n'a pas de problème de pouvoir le recycler. Et après, il faut voir à quel coût et quelles conditions. Et sur les véhicules, il faut aussi, je rajouterai en plus de ce qu'on s'est dit, il y a des réflexions sociétales aussi qui sont de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, si la voiture est trop chère, un changement d'usage de la voiture et donc des voitures qui seront beaucoup plus sur un mode autopartage, donc qui sont peut-être des voitures dimensionnées différemment, mais en revanche qui seront en autopartage et donc rapportées à l'utilisateur, ça ferait globalement des morceaux de voiture pour chacun, donc une voiture plus petite en moyenne consommée. Et dernier point enfin, on est quand même dans un monde économique. Hein, on ne peut pas planter des arbres partout et se dire c'est génial. On est dans un monde économique. Si l'ensemble de l'industrie, des projets, des secteurs n'est pas économiquement viable, eh bien, on ne pourra pas transformer le monde. Donc, il faut essayer de trouver des solutions qui sont à la fois bonnes, mais à la fois qui sont cohérentes d'un point de vue économique. Et évidemment, un constructeur automobile, si vous dites
Ta nouvelle mission, ça va être de vendre 2 fois moins de voitures, mais il va pas être content. Donc, il faut qu'il arrive à en vendre, qu'il arrive à avoir le bon niveau de valeur ajoutée au bon endroit, qu'il essaye aussi d'accompagner la transition. On va l'aider en lui mettant des contraintes, mais des contraintes qui soient réalistes sur le sujet. Sinon, on va le faire couler. Si on met des contraintes que chez nos constructeurs, eh ben, on va être très content de tuer nos constructeurs et ensuite d'avoir que des constructeurs étrangers qui vont venir et qui n'ont pas eu ces contraintes. Donc, il faut aussi pouvoir gérer l'ensemble de ces contraintes dans le monde en poussant vers la bonne cible, mais sans pour autant détruire l'ensemble de l'économie. Ouais, et ça fait un petit peu référence au PTEF du Shift aussi. C'est important aussi de considérer que le secteur automobile, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il fait vivre beaucoup de gens en France et en Mhm. Europe. Donc une transition, ça se fait de manière orchestrée, de Je préférence. rappelle, si on regarde les industries qui étaient dans l'est de la France, qui autrefois faisaient des mines, ressortaient des choses du fond de la terre pour pouvoir faire du métal sur pas mal de choses, mais aujourd'hui, les mines sont fermées et néanmoins, ce sont des industries qui sont des fleurons de l'industrie aéronautique, qui fabriquent des boulons, des matériaux absolument merveilleux. Donc les industries vont se transformer, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ok. Je propose qu'on prenne une toute dernière question. Je vois qu'il y a un Benoît qui lève la main. Ça tombe bien, c'est un Benoît qui avait posé la question suivante dans l'ordre. J'espère que c'est le même, hein, notamment à propos de la Commission européenne. Mais écoute, ce Benoît qui lève la main, la parole est à toi. Si tu ouvres ton micro, ça peut t'aider. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Oui. Alors, bon, j'ai travaillé 17 ans chez Stellantis. Je voudrais juste rajouter une chose au discours On a ambiant, dit là. des bêtises ou ça va? Non, 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 mais euh, l'automobile est un monde ultra concurrentiel. Sur la transition énergétique et écologique, on a fait tout à l'envers. Les Chinois ont fait d'abord les mines, le raffinage, les usines de batterie, ensuite les véhicules. L'Europe ne peut pas rattraper en 20 ans ce que les Chinois ont mis en place, d'autant plus qu'ils ont été subventionnés à fond par le gouvernement chinois. Si on pousse, donc là, il faut absolument que les constructeurs, je rappelle juste 2 ordres de grandeur. Un moteur, un moteur, bon, un moteur thermique, Oui. c'est 1,2 milliard de développement. Un véhicule, c'est 1,5 milliard. Il faut sortir les sous et gagner la marge pour amortir tous les frais de développement. Après, l'industrie automobile est en train complètement de se transformer. Et il faut gérer l'humain, la logistique, la supply chain, les achats. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, je rebondis sur ce que disait celui qui développe les mines, là, j'ai oublié son prénom. Et Monsieur Ça va Pierre, être Nicolas. c'est Nicolas, Là, l'automobile ne fera qu'être économiquement rentable. Donc voilà. Après, moi j'avais des questions sur. Oui, là, justement, là, j'ai une question un peu. Comment dire? Humoristique. Mais, qu'est-ce qui me ferait acheter Vercors et pas CC? Voilà, bon, ça peut. Et après, c'est surtout que fait la Commission européenne pour nous aider dans l'installation de la chaîne de valeur? Parce que concrètement, ce que vit l'automobile, c'est des contraintes. On n'a aucune aide, on doit se débrouiller et c'est marche ou crève. Alors, Camilla, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Vas-y, commence. Voilà. Alors, je pense que la Commission européenne Raw Material Act a été fait suite au rapport Varin, notamment de façon très réactive. Ça a pris à peine un an pour l'Europe, ce qui est assez rapide, avec des gros fonds qui sont mobilisés aussi bien en amont de la chaîne de valeur que dans le développement des industries, typiquement, surtout autour des batteries. Il manque encore un peu sur la partie raffinage. Notamment l'année dernière, on a le C3IV. Le C3IV, c'est une mesure qui simplifie tous les appels à projets qu'on peut avoir en France, qui peuvent financer jusqu'à 45% du CAPEX. Donc c'est non négligeable. Il y a encore l'Innovation Fund qui est un fonds de milliards, je vais dire une bêtise, avec les fonds, plus un autre fonds d'1,5 milliard
qui sont là pour aussi aider cette transition. Donc, il y a des financements qui sont quand même significatifs. Il y a eu un appel au secours d'ACC, je ne sais plus si Vercors l'a relié, qui est aussi d'accompagner la partie OPEX, donc le coût de fonctionnement de l'usine pendant les premières années, parce qu'il y a toute une phase où on n'est pas au niveau des Chinois et on a besoin effectivement d'affiner un petit peu les processus, essayer de baisser les coûts, donc de subventionner aussi le coût de fabrication sur les premières années. Je pense que ça serait une bonne chose. Il me semble que c'est pas encore opérationnel de telles aides, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent être importantes. Sur les coûts d'investissement, là où tu as raison, ça coûte énormément. Je rappelle quand même qu'il y a 20 ans, on mettait 10 ans à développer une voiture. Aujourd'hui, les Japonais nous l'ont montré, on peut mettre 18 mois à développer une voiture. Donc ça baisse également un certain nombre de coûts de développement. Et par ailleurs, sur la transition, la bascule sur les véhicules électriques, alors, j'ai oublié de dire, mais je viens de sortir, on possède aussi une marque de véhicules iconique qui s'appelle TVR. Donc on est un peu au sujet de ces éléments parce qu'on l'a passé en électrique. Et on a aussi des optimisations avec la partie électrique, notamment avec des plateformes communes et un certain nombre de choses qui permettent aussi de baisser globalement les investissements. Ils restent néanmoins très lourds, d'autant plus que ce sont des nouvelles technologies, il faut investir dessus, et on n'a pas envie uniquement d'utiliser des technologies étrangères, on a envie d'être moins dépendant sur le sujet. Donc il y a également des investissements dessus. Énormément de fonds, la Commission européenne, énormément, sur toute la partie R&D en amont, sur toute cette chaîne de valeur. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'aide sur le sujet. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu long. Ce qui manque un petit peu, comme je disais tout à l'heure, c'est il y a de l'avant-projet, il y a du post-projet pour les gros projets. Il va manquer un peu d'accompagnement au début de la mise en production. Et il manque un petit peu tout le milieu de la chaîne, qui sont des moyens nettement plus restreints, mais qui sont nécessaires, qui est de pousser d'aider un petit peu les quelques entrepreneurs qui veulent mettre les premiers millions pour pouvoir initier un certain nombre de projets. C'est la partie qui est risquée, donc un certain nombre de projets iront dans le mur, d'autres marcheront. Mais si on veut avoir des beaux projets qui marchent, il faut les aider à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question, si Camilla, tu veux rajouter des choses. Non, 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 mais je pense je que suis en phase, mais enfin, Ah, c'est sous non, Vercors, hein, quand même. Non. non. Mais non. c'était un peu, comment dire, je sais pas comment dire en français, Je représente toute l'industrie aujourd'hui. une blague, un joke. Hmm. Non, non, mais le message que je veux faire passer, il y a une transition forcément vers le véhicule électrique. Et ça ne sera pas du jour. Non. Enfin, je dis ça pour tout l'auditoire. On fera pas, on récupérera. On prendra du temps pour récupérer tout le retard industriel que l'Europe a pris par rapport aux Chinois. Et puis, il y a aussi un truc fondamental. En Chine, on travaille du lever au coucher 6 jours sur 7. En France, on travaille, allez, 37 heures. Et dans l'automobile, on travaille 60 heures payé 37. Voilà. Merci. Il est Beaucoup, hein. 20h06. Ça Est-ce joue que beaucoup. il est 20h06? Est-ce que Pierre, Camilla, Nicolas, vous avez envie, en moins d'une minute, d'ajouter un dernier mot de la fin? Donc, moi, pour moi, on a parlé de plein de sujets super intéressants, donc j'ai pas de, de dernier point. Ouais, je veux Nicolas? rajouter peut-être une chose. Je pense qu'on explose toute la demande sur le lithium. Il y a énormément d'industries. Aujourd'hui, parce que là, on est très France. Moi, je travaille beaucoup sur le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui se tirent dans les pattes, hein. Le secteur des mines est un peu compliqué, même si on a une mine un petit peu à part. Je pense qu'on est sur une industrie où on a tous à gagner et il y a de la place pour tout le monde. Et donc, nous, on essaye d'avoir des bonnes relations avec la plupart des gens. Je pense qu'il faut essayer, au contraire, de continuer dans cet esprit-là, parce que tout ce qu'on pourra produire, ça sera vendu sur le marché. Donc, il faut essayer de développer et de pousser les uns et les autres, et si possible, dans l'Occident, dans l'Europe, dans la France. Nicolas, un mot de la fin? Oui, bah, moi, en fait, je suis assez excité, on va dire, voilà, de voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Je suis personnellement convaincu du fait que la transition vers l'électrique, c'est une transition qui est souhaitable. Et je pense que voilà, les acteurs qu'on voit émerger en Europe sur cette chaîne de valeur, que ce soit des acteurs miniers, des potentiels clients comme Vercor, voilà, sur toute la chaîne de valeur qui se structure, moi, je trouve ça formidable de voir cette chaîne se développer. Ça va pas être facile. Il y aura une compétition qui va être extrêmement rude avec, avec l'extérieur de l'Europe.
Mais on a une occasion en or de, voilà, de progressivement développer notre chaîne de valeur, développer notre résilience, comme on en parlait tout à l'heure, tout en assumant aussi les impacts, voilà, les impacts environnementaux qui sont associés. Voilà, on a on va dire, c'est presque une opportunité en fait de relocaliser cette production et ses impacts et de faire voilà, de faire de cette chaîne de valeur une chaîne de valeur à la fois viable pour le climat et viable environnementalement parlant. Mm. Et bon, bah, peut-être que je vais rajouter un mot quand même. Je pense que là, on a parlé beaucoup du lithium, qui est peut-être une des choses qu'on a en Europe. Mais pour le reste de notre chaîne de valeur, je pense que c'est intéressant de pas non plus diaboliser le marché asiatique, parce qu'en fait, on en a besoin et on sera toujours un petit peu dépendant d'eux, à différentes mesures peut-être. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on les embarque sur nos ambitions responsables, etc., pour aussi en fait faire croître tout le monde, pas que nous, nos voitures en Europe. C'est l'impact environnemental qu'on a, c'est toute notre consommation globale. Donc d'essayer des fois de lever un peu les yeux et de se dire que bah, on est tous sur la même planète. Et je pense que ça, c'est important, et aussi d'accepter qu'il y a des différences culturelles et comment est-ce que nous, on les embarque dans nos idées aussi. Ça, c'est un point hyper important. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous les trois. Un point rapide pour les personnes encore connectées sur les prochaines tables rondes de Centrale Énergie. Donc, pour les passionnés, le 5 mars, on se donne rendez-vous pour parler des flexibilités électriques. Donc, comment est-ce qu'on va piloter vos usages, aussi bien ceux de Vercor que votre chaudière ou votre véhicule électrique, pour lisser la consommation. Voilà, flat the curve, hein, pour les personnes à qui ça rappelle les souvenirs. Le 11 mars, on va parler de recyclage des éoliennes en partenariat avec HEC et Sciences Po. Et le 25 mars, alors cette fois, ce n'est pas Centrale Énergie, mais on relaie un webinaire d'Alumni for the Planet sur l'emploi durable. Et donc, on vous attend nombreux à tout ça. Et évidemment, pour rien rater, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site internet. Sur